Du coup, avant de commencer, je vais vous présenter pour, un peu, expliquer à tout le monde ce que vous avez fait auparavant. Donc actuellement, vous êtes maire de à Mézières-sur-Seine. Vous avez été auparavant président de la fédération, française, de jeux vidéo et vous avez été le créateur, de la première association française de cyberathlètes il y a une quinzaine d'années et vous êtes notamment investi, sur le développement du e-sport en France. Exactement, exactement. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou Ah non, c'est parfait. c'est parfait? Bon, merci. Super. Du coup, on peut commencer avec la première question. Quels sont les 3 défis majeurs auxquels l'industrie a été, confrontée durant les années où vous avez été président de l'association, française des jeux vidéo? Alors, première question. Ah oui. Euh, alors moi, j'en ai pas mis trois, j'en ai mis un peu plus, mais je vais essayer d'être synthétique. D'une part, c'était l'évolution de l'Internet, puisque ben, vous êtes quand même jeune, mais vous n'avez pas connu, mais il y a de ça un peu, il y a 10 ans, on était encore tous presque en 56K chez soi, et puis aujourd'hui, on est en FTTH, en fibre. Donc ça a été une évolution majeure dans le jeu vidéo, dans cette industrie, puisque puisqu'à aujourd'hui, on a des connexions qui nous permettent euh, de jouer en ligne, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Euh, Ensuite, c'est l'explosion, avec l'explosion du online, on a eu aussi l'explosion du phénomène e-sport. On va y revenir certainement tout à l'heure, mais ça change le modèle économique de l'éditeur et de l'industrie du jeu vidéo. Dans le même temps, c'est un peu plus récent, euh, il y a l'évolution du jeu vidéo, c'est tout ce qui est free-to-play, le jeu vidéo gratuit avec du paiement additionnel. Ensuite, et ça c'est pas neutre, l'évolution du dématérialisé. Il y a de ça encore une dizaine d'années, peut-être même moins d'ailleurs, mais quand on achetait un jeu vidéo, on achetait une cassette, on achetait quelque chose de matériel. Aujourd'hui, on achète un droit d'utilisation de licence. Parfois même maintenant, on n'a même plus le CD, on le télécharge, et puis le jeu n'est plus du tout matérialisé. Et ça a véritablement fait évoluer le jeu vidéo. Et enfin, pas des moindres, c'est l'évolution du jeu vidéo sur smartphone. Avec l'arrivée de la 3G puis de la 4G, et bientôt de la 5G, on a une explosion du jeu vidéo sur smartphone, ce qu'on n'avait pas il y a ne serait-ce qu'encore 8 ans. Voilà pour cette première question. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, je vais enchaîner avec la deuxième question. Je m'appelle Titouan, déjà, premièrement, quand même, parce que, un petit peu de présentation. On voulait voir un petit peu avec vous par rapport, évidemment, au Covid enfin, et peut-être l'année dernière et cette année encore, parce qu'on est toujours dedans, l'impact que ça peut avoir, en fait, sur tout simplement les pratiques de jeux vidéo. Il y a beaucoup de données qui sont sorties, par exemple, le fait que vraiment le monde du jeu vidéo s'est ouvert à d'autres publics, comme par exemple la pratique par les filles sur le jeu vidéo qui s'est élargie. Par exemple, en 2018, elles étaient que 39% à jouer. En 2020, elles sont passées à 51%. Qu'est-ce qu'il faudrait en retirer de cet impact et qu'est-ce que vous trouvez pertinent du coup par rapport à ça? Ben, c'est en tout cas la réponse à cette deuxième question. Enfin, moi, j'ai remarqué deux choses, et encore une fois, il y a peut-être d'autres experts qui pourront dire autre chose, mais c'est un petit peu en lien avec ce que vous venez de dire. La crise Covid a amené pour moi deux choses dans l'évolution du marché. Premièrement, c'est la consommation du jeu vidéo de salon sur Switch, etc., en famille, l'intergénérationnel. Ensuite, le online, pour tout ce qui est e-sport, etc. On a vu forcément les événements physiques fermés, en déperdition, avec des sociétés qui ont aussi mis la clé sous la porte ou qui sont mis sous perfusion. Mais on a vu une explosion du online. Ça, c'est pour le côté positif. Le côté négatif, c'est qu'on a vu malgré tout une chute de l'e-sport, en France du moins, et surtout en France, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Mais on a vu une chute de l'e-sport. Alors, il y a l'e-sport en ligne, avec des grosses écuries comme Vitality, si vous connaissez pour ce qui est du domaine français, mais d'autres écuries internationales. Par contre, le milieu amateur, semi-amateur ou semi-pro, il a complètement disparu de la circulation, disparu des radars. Et l'e-sport 2019, 2020, 2021, enfin surtout 2020-2021, est très loin aujourd'hui de l'e-sport 2018-2019. Par contre, et c'est ce que je pense, à l'arrivée et à l'approche des JO 2024, on va avoir une remontée de l'e-sport en France. Voilà. Donc certains disent que la chute de l'e-sport en France
est due à la crise Covid. D'autres disent que c'est évident que l'e-sport en France a aussi c'était un peu une bulle, c'était un peu la ruée vers l'or. Et donc, ça a explosé en 2020-2021 en concomitance avec la crise Covid. Mais bon, voilà. Qui détient la vérité, je n'en sais rien. Mais en tout cas, les résultats sont là. Ok, super. Du coup, on va passer sur une question qui est un peu plus tournée vers l'international, notamment avec la Chine qui aujourd'hui impose un contrôle des applis et notamment du géant Tencent, mais aussi d'autres éditeurs de jeux chinois. Donc, toute nouvelle application mobile ou qui est mise à jour, elle doit être mise à l'inspection. Enfin, il faut qu'elle soit validée en amont. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut avoir comme impact sur les éditeurs en Chine? Bon, vaste question. Alors, je ne vous cache pas, et vous l'avez dit en préambule, que j'ai été président de la Fédération française de jeux vidéo et j'en suis toujours le vice-président. Donc, en France, je suis plutôt assez euh, habile à répondre aux questions. Sur ce qui concerne l'international, c'est un peu compliqué. Surtout que je suis perplexe quant à ce choix politique de la Chine que d'imposer cela. Je ne sais pas ce que va donner ce choix politique. Je rappelle quand même que Tencent est quand même un monstre du jeu vidéo, en tout cas une entreprise monstrueuse qui fait 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires, qui est une filiale de Supercell. Supercell, créateur de Clash of Clans, Clash Royale. Aujourd'hui, Supercell, c'est la Finlande. Est-ce que Tencent partira dans un pays nordique ou restera en Chine, fera un bras de fer, gagnera, perdra? J'en sais rien. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est trop? Alors moi, je pense que c'est trop. Je pense que c'est bien, et on en reparlera certainement tout à l'heure avec vos autres questions. Je pense que c'est bien de vouloir légiférer, vouloir encadrer, euh, mais parfois vouloir trop en faire, euh, ça peut être destructeur, notamment pour l'emploi chinois. Après, je suis français, hein, Mm. je ne veux pas faire de politique avec vous, mais bon, ce qui se passe en Chine reste en Chine. Si Tencent est en difficulté, je pense qu'ils ont largement les moyens de s'expatrier et leur jeu reste international. Ça reste des grosses licences. Donc, enfin, j'ai pas trop peur pour eux. J'aurais plus peur pour les Chinois, quoi. Voilà. Ok, super, merci. Alors, bonjour, je me présente, je m'appelle Florian. Je vais vous poser notamment une question qui concerne donc l'e-sport. On en a parlé vaguement tout à l'heure. On a dit donc que l'e-sport a connu un très fort engouement ces dernières années. Et donc, la publicité, elle est de plus en plus présente sur ce secteur. Est-ce qu'en France, vous avez, on va dire, pu observer une sorte de nouvelle forme de pratique publicitaire qui s'est créée? Et est-ce qu'elle est différente en fonction des types de jeux, par exemple, qui peuvent être diffusés? Alors, à cette question, il y a quand même plusieurs réponses. Premièrement, il y a les sponsors d'équipes françaises, voire mondiales, qu'on connaît comme par exemple Orange pour Team Vitality. Deuxièmement, et chose qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'il y a les sponsors d'influenceurs e-sport, puisqu'on parle souvent d'écuries, on parle d'e-sporteurs ou d'e-sportifs. Mais il y a les influenceurs qui font de l'e-sport, comme Gotaga par exemple, ou Zerator. Sont-ils des e-sportifs ou sont-ils des influenceurs? Pour moi, ce sont des influenceurs. Et ils ont des sponsors, et ils organisent des événements. Et j'en ai parlé tout à l'heure à l'approche des JO, et Team Vitality en jouit aujourd'hui, c'est qu'on va avoir, et on a déjà quasiment, l'essor des marques non endémiques du milieu du jeu vidéo et de l'e-sport qui vont arriver sur le marché, qui vont sponsoriser l'e-sport. Par exemple, Coca-Cola, Orange, BMW vont aller sur ces marchés inévitablement, puisqu'on parle de millennials, on parle quand même d'une somme importante de consommateurs, avec des moyens importants aussi. Donc, du coup, toutes ces marques sont forcément intéressées par le jeu vidéo, au-delà même de l'audience que cela peut générer. Parce qu'il y a l'audience d'un côté, et puis il y a le prospect et le client de l'autre. Enfin, je pense que vous faites des études il me semble que c'est dans le marketing, où je pense que vous connaissez ça mieux que moi. Merci beaucoup pour cette réponse. Et donc toujours sur le secteur un petit peu de la publicité dans les jeux vidéo,
Euh, on voit par les plus grosses entreprises et les entreprises dans ce secteur que la publicité, elle est implicitement liée à l'exploitation donc des données des joueurs. On va cibler par rapport au type de joueur et donc du coup ce qu'on appelle aussi les baleines par exemple. Est-ce que selon vous, ce type de modèle aurait des limites à être exploité? Bah, alors après, ça reste une conviction personnelle de la question. Me concernant, j'ai tendance à dire qu'il faut tout limiter. J'en parlais encore pas plus tard qu'hier soir avec ma femme. Je trouve qu'à la télévision française, on a trop de publicité. Là où on paye une taxe télé aussi importante. Je comprends que tous les jeunes comme vous, comme mes enfants, regardent Netflix. Voilà, parce qu'il n'y a pas de pub. Et on sait ce pourquoi on paye. Et je me dis que dans le jeu vidéo, et notamment avec l'approche du free-to-play, son évolution, tout ce qui est paiement d'additionnel, et ben forcément naissent la publicité, avec tout le côté pervers de la publicité. Donc je pense aussi qu'il serait important qu'une entité naisse en France, et j'ai pu en discuter avec quelques parlementaires, pour encadrer cette publicité et encadrer cette filière jeu vidéo. Après, ce qu'il faut voir aussi, et là c'est plus au niveau européen, et j'ai pu en discuter aussi avec des députés européens, il faut voir que tout ça c'est lié aujourd'hui, malheureusement, à l'utilisation d'un droit de licence. Les éditeurs de jeux vidéo ont fait tout de telle sorte à ce que on ne soit plus propriétaire de notre jeu, alors que les fondements même de l'Europe restent la propriété des biens et des personnes. Aujourd'hui, il faudrait légiférer dans le cadre du copyright et du coup du droit d'IP sur la propriété intellectuelle en disant que le jeu vidéo, en tout cas, ça reste mon point de vue, hein, encore une fois, c'est propre à chaque personne, mais pour moi et pour les jeunes de demain, il est important que de légiférer pour dire aux éditeurs de jeux vidéo, stop, on arrête les bêtises. Aujourd'hui, le jeu vidéo, je l'achète 60-70 euros, il m'appartient. Et depuis à peu près 10 ans, ils ont tout mis en place pour que le jeu vidéo ne vous appartient plus. Quand vous achetez CSGO, alors maintenant je crois qu'il est gratuit, mais à l'époque on l'a acheté 13 euros à sa sortie. Et ben, si demain Valve décide de fermer les serveurs Counter-Strike, ben, vous n'avez plus vos vieux pour pleurer, vous avez acheté un truc qui vous ne pouvez plus utiliser. Alors que Super Mario, quand je l'ai acheté, alors je ne vais pas faire mon vieux rabat-joie parce que j'ai 38 ans, mais Super Mario, ou alors quand mon père m'a acheté Super Mario, ben aujourd'hui je peux encore jouer avec. Et demain je pourrais le léguer à mon fils ou à ma fille. Et ça, pour moi, c'est un élément fondamental sur lequel il va falloir se battre dans les années à venir. Voilà. De mon point de vue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va continuer dans une seconde partie sur d'autres problématiques autour du jeu vidéo. On a commencé à en parler tout à l'heure par rapport au marché chinois, voilà, avec la politique de réglementation. Vous disiez même que c'était assez intéressant sur le fait de réglementer ce secteur-là. C'est vrai que l'OMS a reconnu il n'y a pas si longtemps que ça, au final, l'existence vraiment du trouble de jeu vidéo, où il y a plusieurs études qui montrent vraiment qu'une réelle addiction existe sur l'addiction aux jeux vidéo et de plus en plus chez les jeunes. Il y a plusieurs questions autour de ça qu'on aimerait vous poser. Peut-être la première, c'est pour vous, qui emporte justement la responsabilité dans ce domaine-là? Est-ce que ce sont les créateurs, les éditeurs ou encore les influenceurs aujourd'hui qui sont vraiment des exemples pour les jeunes? Ils sont vraiment partout. Des vrais modèles ouais, là-dessus. Et pour vous, qui porte la responsabilité Alors, sur cette réponse, sur cette question, ma réponse risque de vous surprendre. Pour moi, c'est absolument pas la responsabilité ni de l'éditeur, ni du retailer. La responsabilité, elle est aux parents. Ah oui. Est-ce que c'est la faute des vendeurs de cigarettes ou d'alcool si un ado en tombe accro? Est-ce qu'on se pose cette question aujourd'hui? Je ne pense pas. Après, j'encourage les parents à se rapprocher de Pédagogeux, qui est une institution française, mais également européenne sur le PEGI, pour savoir comment on apprivoise et on envisage le jeu vidéo avec son enfant. Je pense que là-dessus, sur l'addiction aux jeux vidéo, il est évident que derrière des jeux vidéo comme Clash of Clans, Clash Royale, il y a des psychologues qui travaillent derrière pour rendre addict. C'est évident. Tout comme dans les cigarettes, voilà. On n'a pas besoin d'être complotiste pour savoir que derrière, on a envie, sans forcément vouloir rendre addict, mais au moins, je vous donne un exemple, dans Clash of Clans, on joue ensemble, on fait un clan ensemble, et bien du coup, le jeu vidéo va jouer sur la frustration, parce que moi je vais évoluer plus vite que vous, parce que je vais passer plus de temps,
Et du coup, vous, tellement vous allez être frustré, bah, vous allez mettre un peu d'argent dedans pour aller plus vite que moi. Et on joue sur la frustration, c'est la psychologie. Alors, est-ce que ça rend addict de jouer sur la frustration? En tout cas, une chose qu'il faut se dire aussi, c'est que l'éditeur, euh, il est là pour faire de l'argent. Donc après, c'est à nous à être assez intelligents, formés, éduqués, et ça, c'est la responsabilité des parents. Moi, quand j'ai vu arriver les réseaux sociaux, et puis que j'ai vu créer Snapchat, Instagram, euh, et j'ai vu mes filles commencer à s'y intéresser, je me suis pas dit qu'Instagram, Snapchat, ils étaient responsables. Non, j'ai fait quoi? Ben, j'ai installé, j'ai compris, j'ai regardé ce qu'il allait s'y passer aussi d'un côté pervers, et puis ben, j'ai essayé de transmettre des choses à mes enfants. Et ça, c'est l'unique responsabilité des parents. Parce qu'aujourd'hui, je connais aussi des gens qui sont addicts au sport. Mmh. Et quel est le réel, qu'est-ce qui est plus dangereux que de faire tout seul 20 kilomètres par jour parce qu'on est addict au sport, ou de jouer avec des copains 2 heures par jour à League of Legends? Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Je me pose la question. Parce que d'un côté, on fait peut-être 20 kilomètres tous les 2 jours, mais on est tout seul. Puis de l'autre côté, ben, on prend une part de rire pendant 2 heures tous les jours avec ses potes à League of Legends. Pourtant, d'un côté, on va dire, bah, il est addict aux jeux vidéo, c'est pas bien. Mais de l'autre côté, on va dire, oh super, il est sportif. J'avais fait une interview comme ça sur, je sais plus c'était sur quelle radio, et puis je m'étais agacé sur une mère de famille qui disait, ouais, mon fils il fait du piano. Ouais, mais ton fils il fait du piano parce que tu vas en faire un virtuose, il fait du piano pendant 6 heures par jour, tout seul. Puis ça tombe au bout, il sera rien. Par contre, moi, ma fille, elle joue à League of Legends une journée par jour, avec une heure par jour avec ses amis. Ben, je préfère ça, ça crée un lien social. Vous voyez? Donc, je pense qu'il faut vraiment faire attention à cette question et je suis absolument pas d'accord avec ce qu'on veut faire en tant du jeu vidéo. Ok. Ouais, du coup, c'est répondu parce qu'on avait une question, c'est est-ce que l'État ou même les éditeurs de jeux devraient s'ouvrir au dialogue avec d'autres parties prenantes comme des associations familiales, des spécialistes du développement de l'enfant ou des choses comme ça. Mais si pour vous, du coup, la responsabilité apporte avant tout sur les parents, bah, la question, elle est déjà Oui, pour moi, c'est vraiment, et puis j'ai pu en discuter, je fais souvent des interventions dans les collèges ou les lycées sur l'addiction aux jeux vidéo avec des associations de parents d'élèves. C'est vraiment à la FCPE, par exemple, pour ne citer que, sans faire de publicité, mais c'est à eux au niveau national d'éduquer les enfants, les parents sur la thématique. Je pense que la responsabilité, elle est là. L'éditeur, enfin, c'est comme Marlboro, quoi. On a beau lui imposer, enfin, moi, je suis un fumeur, hein, je sais très bien que ça rend stérile et voilà, mais il n'empêche que je fume. Et c'est écrit noir sur blanc sur les paquets. Aujourd'hui, on a le PEGI on sait que GTA, c'est PEGI 18, et je connais mais des multitudes de parents qui achètent GTA à leur gamin de 12 ans. La responsabilité, elle est où? Ben, elle est bien aux parents. Ah, c'est tout. on continue avec. Oui, on va continuer. Alors, ça concerne toujours un débat sur les jeux vidéo et surtout sur, on peut dire, l'impact que ça peut engendrer sur la scolarité des enfants. Alors, on a autant des études qui montrent des bénéfices je dirais l'inverse des bénéfices, c'est des... Oui, Vous m'avez compris. Des- Oui. ça peut avoir un impact néfaste positif ou négatif. Voilà. Exactement. Voilà. Incroyable. En fait, c'est l'organisation donc de coopération et de développement qui en 2015 avait mené une enquête qui disait que les adolescents qui jouaient aux jeux vidéo obtenaient en moyenne des meilleurs résultats en mathématiques, en compréhension de l'écrit ou en sciences, par exemple, que d'autres qui ne jouaient pas forcément aux jeux vidéo. Donc, on pointe en ce moment notamment les bénéfices, mais vous, votre vision des jeux vidéo sur l'impact que ça peut avoir du coup sur la scolarité, c'est quoi? C'est large, hein. Oui, oui. Non, non, mais c'est très large, mais c'est très bien. Et ma réponse, ça va quand même être assez simple, hein. Je dis toujours aux parents, quand je fais des conférences comme ça, mais plus dans le cadre des collèges et des lycées, work hard, play hard. Tu travailles bien à l'école, tu peux jouer aux jeux vidéo. C'est la récompense. Ça doit être une récompense. Après, en effet, je reste persuadé, et des études, comme j'avais pu lire aussi une étude aux États-Unis, où en fait, beaucoup de grosses sociétés américaines embauchent des gens qui ont
qui ont fait de la compétition sur StarCraft 2, sur des jeux de stratégie, puisqu'ils sont en capacité, alors, ils n'embauchent pas parce qu'ils sont bons à StarCraft 2. En général, tu es bon à StarCraft 2 et tu as fait des études dédiées. Mais quand tu as fait des études dédiées et que tu es bon en jeu de stratégie, ils sont en capacité, sous pression, de prendre des décisions rapides et efficaces en un temps record. J'avais lu cette étude et j'ai trouvé ça logique en définitive. Tout comme un grand joueur d'échecs. Pour moi, jouer à StarCraft 2, c'est un très grand joueur d'échecs. Mais vraiment, je pense que appréhender le jeu vidéo, c'est comme appréhender aussi Enfin, vous avez un city stade devant chez vous, vous êtes parent. Ben, quand tu as fini tes devoirs, si tu travailles bien, ben, tu iras jouer au city stade avec tes copains. Et ben, tu veux League of Legends, tu veux faire une partie avec tes copains, ben, tu finis tes devoirs et puis tu travailles bien. J'avais un ami, enfin, qui est devenu un ami, mais qui habite Bordeaux, et il était venu me voir dans le cadre d'une conférence. Un monsieur d'un certain âge, il me disait, ouais, mon fils, 17 ans, il est brillant, mais oh, il joue trop à League of Legends. Il a combien de moyenne, votre fils? Il est au lycée. Ouais, bah, il a 18 de moyenne. Bah, il est où le problème? Aujourd'hui, son gamin, il est à Polytechnique. Ok, c'est un gros joueur de League of Legends, mais il est où le problème? Il n'y a pas de problème en définitive. On veut chercher le problème là où il n'y en a pas. Après, bien évidemment, qu'un gamin qui joue trop à Fortnite parce qu'il veut ressembler à Gotaga et qu'il y aura un Gotaga sur 100 000 joueurs de Fortnite, pour ne pas dire 1 million, là, c'est aussi aux parents à dire écoute, Coco, tu auras un Zinedine Zidane sur. Bah, c'est la même chose. Voilà. C'est la même chose. Donc, encore une fois, c'est la responsabilité des parents. Même si je comprends que on peut vite être largué sur les réseaux sociaux. Moi, quand je discutais avec des collègues, amis qui disent ouais, ma fille vient d'installer TikTok, je suis perdu. Je comprends, mais installe TikTok. Tu as l'air d'un boomer, et puis, mais tu comprends. Et puis après, tu peux en discuter avec tes enfants. Puis en même temps, ça permet aussi d'avoir une discussion et un lien avec ses enfants. C'est ce que je dis aussi aux parents. Le fait de comprendre ce qu'est le jeu vidéo et de pouvoir en discuter, ça amène une discussion. Et souvent, les parents qui disent ça, c'est souvent des parents qui ne discutent plus avec leurs enfants. Vous savez, les fameux parents qu'on voit au restaurant, donc je cible souvent la famille de 4, papa, maman, téléphone portable et les 2 enfants, téléphone portable. C'est ces mêmes parents souvent qui viennent te voir en te disant « Oh, il joue trop aux jeux vidéo, mon fils. » Voilà. Merci. Du coup, avec la situation actuelle et les confinements qu'on a connus, il y a une nouvelle forme de plateformes qui ont connu une expansion, c'est les métaverses. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner une définition de ce que c'est? Alors, pour moi, encore une fois, c'est propre, ça sera ma propre définition. Moi, je vois la métaverse comme la réalité virtuelle. Est-ce que c'est OK? Oui, c'est bon. La simple définition, pour moi, c'est la réalité virtuelle. Voilà. D'accord. Et juste, est-ce que ça transforme l'expérience des joueurs? Alors, forcément, oui. Et de quelle manière, du coup? Je vais citer un plus et un moins. Voilà. Pour moi, le plus, c'est notamment ce qu'on a toujours reproché aux jeux vidéo, c'est le sport. Par exemple, un jeu de FPS, donc First Person Shooter, un jeu de shoot à la première personne, ben, ça va nous faire des déplacements, ça nous fait faire un peu de cardio et ça nous fait faire de l'activité physique. Ça, c'est le plus. Après, le moins, pour en citer qu'un aussi, le moins, c'est attention au second life. Vous savez, je me crée une deuxième vie là où j'ai pas réussi la mienne. Et du coup, à l'addiction là où ça peut nous emmener. Puisqu'on se crée un monde complètement virtuel et une réelle deuxième vie, en fait, les gens, ça peut leur faire péter les plombs. Donc, c'est vraiment le côté pervers de la réalité virtuelle. Et est-ce que vous pensez que c'est des plateformes qui sont durables, viables dans le temps et qui vont continuer à croître? Moi, je pense que ça va malgré tout évoluer, notamment pour les serious games. Parce que je vais vous donner un exemple, et j'ai pu en discuter il n'y a pas très longtemps avec un colonel de pompiers. Quand on veut simuler et qu'on veut mettre en exercice des pompiers de Paris sur une météorite qui s'écoule sur Paris, le serious game en réalité virtuelle reste quelque chose qu'il faut développer. C'est évident. Après, je pense aussi qu'il y a des jeux qui peuvent être intéressants. Je vais vous citer un jeu, vous risquez, je ne vais pas vous donner l'exclu, mais
retenez ce jeu parce que vous allez en entendre parler allez, je vous dis une date 2024. Virtual Regatta, qui est un jeu français par ailleurs, je pense, donc c'est un jeu de simulation sur la conduite de régate et donc sur le Vendée Globe et compagnie. C'est extrêmement bien fait. Alors moi, je ne joue pas, mais je sais qu'il y a des gens très férus de régate et qui y jouent. Le fait de l'avoir demain en réalité virtuelle, ça peut être hyper immersif et hyper constructif. Je pense qu'ils sont en train d'y réfléchir. Voilà. D'accord, super. Merci. Donc, oui, en synthèse, ça a de l'avenir. Faut pas oublier d'où on vient. Après, il faut pas. Enfin, je pense ça. En tant qu'utilisateur, alors après, c'est un gars de 38 ans qui vous parle, mais je me vois pas jouer. Autant je peux faire. Bon, enregistrez pas ce que je vais vous dire, mais autant que je peux faire 4 heures de League of Legends un dimanche, autant je ferai pas 4 heures de réalité virtuelle un dimanche, quoi. Parce qu'il arrive un moment, c'est saoulant, t'as ton casque, c'est lourd, et puis t'es dans ton monde. Bon, voilà. Super, merci. Et pour continuer, toujours dans cette question, par exemple, parce qu'on a parlé ce matin avec un professeur, si par exemple les technologies avancent dans ce monde-là et que ça rend l'expérience beaucoup plus immersive et moins, par exemple, moins désagréable, c'est vrai que rester 4 heures avec un casque, c'est vraiment compliqué si on ne vomit pas à la fin. Si par exemple tout ça, ça évolue vraiment bien, vous ne pensez pas qu'il y a vraiment une économie qui va se créer dans ce deuxième monde, qui va pouvoir enrichir beaucoup de personnes? Par exemple, on voyait ce matin qu'il y avait déjà une personne qui avait pour but de protéger des propriétés intellectuelles dans la métaverse. C'est-à-dire toutes les créations qui sont faites dans la métaverse seront protégées et c'est en tout cas l'objectif. Alors, je me souviens plus trop de qui voulait faire ça et comment, mais c'était en projet. Donc, je me dis que si déjà il y a des choses comme ça qui sont en projet, qu'est-ce que ça peut être encore? Par exemple, la création d'entreprises là-bas, qui pourraient être en bourse dans ces mondes-là. Et vraiment, le second life prendrait vraiment une part importante et économiquement hyper intéressante pour des groupes, par exemple. Après, voilà, encore une fois, je sais que l'humain est assez bon et pervers parfois pour se faire du mal. Il faut rester vigilant avec ce qu'on fait avec la réalité virtuelle. Ça, c'est mon point de vue, certainement trop humaniste, mais je sais qu'avec la technologie, on est en capacité de faire beaucoup de choses. Et là où, par exemple, sur un jeu comme World of Warcraft ou d'autres, on a pu tester sur l'humain sa capacité à s'adapter avec une nouvelle monnaie, un nouvel monde économique, etc. Parce qu'il ne faut pas croire, un jeu vidéo sert aussi parfois à faire des tests sur l'humain. Il ne faudrait pas que demain, la réalité virtuelle nous permette aussi, ou en tout cas permette à ceux qui nous gouvernent, de vouloir faire de nous des rats de laboratoire, quoi. Il faut vraiment que chacun reste vigilant sur le sujet. Après, voilà, la réalité virtuelle, elle a plein de points positifs. On pourra, enfin, en tout cas, à ma petite échelle, je ne pourrais pas faire grand-chose si demain, il y a des gens cotés en bourse qui ont envie de pervertir le sujet. Mais pour citer un autre exemple, aujourd'hui, vous achetez une maison sur plan. Demain, on pourrait, et ça existe déjà, acheter une maison en réalité virtuelle. Et ça a du sens, vous voyez. Mais à un moment donné, il ne faut pas trop en faire, puisque je pense que c'est réellement dangereux pour l'humain. Mais je vais rester sur ce sujet, mais j'ai vu que, enfin, Roblox qui a été super utilisé par les jeunes, très jeunes même, durant le confinement. Et on s'aperçoit qu'il y a d'autres secteurs d'activité comme il y a le cinéma, il y a le cinéma, oui. Il y a aussi la musique qui s'est mise sur des créneaux comme Roblox. Donc on s'aperçoit qu'il y a enfin, il y a pas que les jeux vidéo qui se mettent dessus. Donc c'est vraiment un monde qui a été créé à part et enfin la jeune génération, je sais pas si elle est née là-dedans, donc je sais pas si pour eux ça, enfin, si à un moment donné ça va les freiner ou. Après, je pense, enfin, il faudrait plus poser les questions à des jeunes consommateurs Oui. qu'à moi. Mais je pense qu'on n'est pas né dans la réalité virtuelle. Autant on est né avec les réseaux sociaux, on est né avec Internet. Moi, je suis né du temps de l'ordinateur. Mais la réalité virtuelle, quand on l'utilise, c'est pas naturel, vous voyez? Et même mes enfants, j'ai ma dernière qui a 13 ans, elle a consommé un peu de réalité virtuelle, mais enfin, elle préfère encore aujourd'hui, alors peut-être parce qu'elle a été éduquée différemment que d'autres, j'en sais rien, mais je lui fais le choix de regarder un concert, même de sa star favorite en réalité virtuelle, ou d'aller voir en vrai à Bercy. Voilà,
je pense que tout a des limites. Ok. Je pense et j'espère que ça restera comme ça. Mm. Ok. Mais parfois, je suis Euh, utopiste, hein, Oui. pour continuer, bon là, à part les métaverses, du coup, on en a beaucoup parlé, quelles sont pour vous les futures tendances dans le monde du jeu vidéo, peut-être dans 10 ans, dans 5 ans? Comment vous voyez les changements, des nouveaux modèles économiques peut-être? Comment vous voyez et vous projetez le monde du jeu vidéo dans les années à venir? Alors, d'une part, je vois un fort développement, mais je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'e-sport français, au niveau de l'e-sport, même à l'international. Ça, c'est inévitable avec l'arrivée des JO, puisque au JO 2024, le président de la République l'a assez dit, il veut de l'e-sport au JO 2024, à Paris. Donc forcément, il y aura une montée en puissance. Deuxièmement, il y aura encore un très fort développement du free-to-play. Le jeu vidéo gratuit a de l'avenir devant lui, évident, puisque en fait, un éditeur aujourd'hui gagne plus d'argent à faire un free-to-play qu'à vendre un jeu sous licence. Le seul qui est en capacité, enfin, c'est les 3A, type un GTA où en fait, il double le coût du jeu vidéo, il le double dans les 2 premiers jours de vente. Mais ça, il y a qu'un GTA qui est en capacité de faire ça. Le reste des jeux, tu le sens en free-to-play, tu mets les add-ons, tac. Même aujourd'hui, un Call of Duty, il sort à un prix et puis derrière, ils vont nous faire payer des versions additionnelles, etc. Donc vraiment, le free-to-play va encore évoluer et un gros avenir devant lui. Je le disais, et ça c'est plus un souhait, mais j'espère qu'on va légiférer sur le droit à la propriété intellectuelle contre la propriété des biens. Et ça c'est plus au niveau européen. Et enfin, ça fait déjà quelques années qu'on en parle un peu en coulisses. J'avais déjà averti tout le monde sur le sujet, mais je pense que l'avenir du jeu vidéo va se passer en client léger avec le paiement d'abonnement à la Netflix. Je m'explique. Votre Acer, là, ne me permet pas de jouer à League of Legends. Mais demain, avec le FTTH et la fibre optique, vous allez jouer sur une machine virtuelle en data center et vous paierez un abonnement. Et dans le même temps que vous paierez l'abonnement à l'utilisation de votre machine via votre client léger qui est votre ordinateur Acer, vous paierez aussi un abonnement pour pouvoir utiliser tel ou tel jeu avec telle ou telle version, etc., etc. L'avenir est sur je pense, hein, l'avenir est sur la consommation via un client léger en data center et la conso du jeu vidéo en mode Netflix. On l'a vu, il y a Nvidia qui a sorti une espèce de PSP, là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Moi, je dis PSP, c'est déjà vieux, mais une espèce de petite console, voilà, un peu comme ça. Je ne sais plus comment elle s'appelle, bon, passons. Et en fait, c'est l'embryon du client léger. Voilà. J'espère que j'ai été clair sur le client léger, que vous comprenez. Et, Bah, vous pouvez sinon développer l'idée, mais en fait, le client léger, c'est un ordinateur obsolète. Vous prenez un ordinateur qui ne permet pas de jouer à League of Legends. ok. Ou ne Ah permet oui. pas, vous voyez? C'est pour ça que je citais votre Acer. Ah oui. C'est ce que j'étais en train de dire, hein. Du coup, cet ordinateur ne nous permet pas à jouer ou même au dernier jeu, la Red Redemption. Il ne Mm. permet pas à jouer à Red Redemption. Mais D'accord. l'avenir, c'est qu'avec votre ordinateur qui sera branché sur une fibre optique, vous allez vous connecter à un ordinateur Mm. à distance en data center qui, lui, aura la capacité avec une carte graphique à 1000 euros, dernière génération de chez Nvidia. Du coup, vous allez payer l'abonnement au data center et en complément, vous paierez aussi un abonnement pour pouvoir jouer à une dizaine de jeux en mode Netflix. Il y aura des fournisseurs vous n'achèterez plus les jeux, je pense, hein. Vous achèterez l'utilisation des licences. Mm. C'est pourquoi j'ai commencé au départ sur il est important de légiférer sur la propriété intellectuelle. Excusez-moi. Mais aussi l'avenir, c'est la prise en compte du développement durable. Et ces data centers et ce genre de technologie est très gourmande en énergie. C'est pas un peu justement contradictoire avec l'avenir? Alors, c'est toujours pareil, ça dépend, on la compare à quoi? Un data center est consommateur d'énergie, mais si on fait du vrai développement durable, l'énergie utilisée dans le data center, je vais en profiter pour faire un réseau de chaleur, pour chauffer des logements. Donc déjà, je limite. Et dans le même temps, est-ce qu'il vaut mieux utiliser un PC à distance, un data center qui va être très peu renouvelé, puisqu'il est au top du top de la technologie, ou vous permettre d'acheter un ordinateur portable tous les 2 ans, qui en fait est obsolète tous les 2 ans? Quel est le mieux en fait?
Oui, Je suis même pas présente. vu comme ça, oui. C'est toujours pareil, voilà, ça dépend ce à quoi on compare. Et encore une fois, j'ai pu inaugurer dernièrement un data center dans les Yvelines. Et, euh, et du coup, j'ai discuté avec le propriétaire du data center et je lui ai dit, et là je suis d'accord avec vous, il faut à tout prix que rapidement son data center soit branché à un réseau de chaleur. Et c'est prévu. Et ça, c'est l'avenir du développement durable. Voilà, je pense que ça, c'est important qu'on le fasse. Et juste pour revenir à Netflix, j'ai vu qu'ils avaient sorti 3 jeux vidéo. Enfin, ils commencent à s'inscrire sur ce créneau-là de jeux vidéo et finalement, les abonnés peuvent accéder à la fois aux films et en même temps aux jeux qu'ils proposent. Donc, enfin, voilà, c'était juste pour détailler le truc, quoi. Pour compléter, ouais, après, Ok. je vous cache pas, hein, je regarde pas tout ce qui se fait. J'ai aussi d'autres responsabilités qu'on n'a Des pas raisons, citées. de semaine. Mais ça me donne raison, en fait, en disant, voilà, si Netflix y va, après, il va s'affronter à Sony, à Microsoft, etc. Bon, ça reste Netflix, il est quand même puissant aujourd'hui. Et si Netflix y va, c'est que c'est certainement aussi l'avenir. Après, voilà, ça va dépendre de qui se bat, parce qu'il faut voir quand même, on a Nintendo qui reste très fort, et Nintendo qui essaie de se battre quand même, à juste titre, pour garder, même si on télécharge les jeux aussi, mais Nintendo, ça reste un des seuls fabricants de consoles sur lequel aujourd'hui on arrive à avoir le jeu en matérialisé. Vous avez des questions? Le public a-t-il des questions? Le public a-t-il des questions? C'est magnifique, je me croirais sur un plateau TV. Moi, j'allais rebondir ce que disait Alix à propos de Netflix qui sortait des jeux vidéo. Et ça, c'est exactement ce que le créateur, enfin pas vraiment le créateur, mais le patron de Fortnite disait. C'est que Fortnite considérait que son... Non, n'importe quoi, pardon, désolé. C'est que le patron de Netflix disait que à la venue de Disney+, ce n'est pas vraiment Disney+, son principal concurrent, c'est plus les jeux vidéo. Parce que c'est en fait finalement un petit peu de temps de cerveau pris par les jeux vidéo. Et le fait qu'ils sortent des jeux vidéo, ça suit un petit peu cette stratégie de divertissement sur toutes les plateformes. Voilà. Non, par contre, j'ai pas compris s'il y avait une question dans ce que vous venez de dire. Non, c'était pour C'était pour compléter aussi. Voilà. Ah, d'accord. C'est sa culture. Merci, à bientôt. Et si vous passez à Mézières-sur-Seine, n'hésitez pas, vous serez toujours les bienvenus. Merci beaucoup. Au revoir.